Bonjour à tous, bienvenue à nouveau dans le CQFR du matin, votre rendez-vous traditionnel. Ce matin, je suis avec Théo pour parler un peu de l'actu en NBA et ailleurs. On va notamment parler de ce qui s'est passé hier en Coupe du Monde avec des matchs divertissants, c'est un euphémisme. Je pense que c'était vraiment c'était des très beaux matchs. On aurait pu se dire on aurait pu être complètement désabusé et se dire qu'il n'y avait pas les Bleus et que ce serait pas intéressant, mais ça a été deux super matchs et on va revenir dessus et puis parler, je pense aussi un peu de l'actualité, même si le sujet vous a probablement gavé pendant l'été comme nous, mais James Harden et les Sixers, il y a du nouveau. Donc on parlera de tout ça. Théo, comment ça va? Ça va très bien. Et effectivement, je partage ton avis là, les deux matchs d'hier pour des raisons complètement différentes, mais étaient vraiment passionnants à suivre les deux derniers quarts de finale de cette Coupe du Monde. Ouais, on va rappeler les scores et les équipes qualifiées du coup. Le premier match entre l'Allemagne et la Lettonie, donc les Lettons, nos bourreaux, ceux qui nous ont sortis du tournoi et qui ont sorti les Espagnols. L'Allemagne s'est imposée 81-79, vraiment d'un cheveu, face à des Lettons encore incroyables. Je pense qu'on est beaucoup à avoir adoré cette équipe de Lettonie malgré ce qu'ils nous ont fait subir. Voilà, qu'est-ce que tu as retenu de ce match, de ce premier quart de finale? Bah, plein de choses. La première, c'est ce que tu viens de dire. C'est qu'en fait, la Lettonie, c'était une magnifique équipe. Je me demande, alors moi, j'aime bien Porzingis, mais Mhm. je me demande peut-être dans quelle mesure le fait que Kristaps n'ait pas pu faire la compétition, à quel point ça a pu finalement ressouder le groupe encore et lui donner une cohésion et une espèce d'état d'esprit où peu importe qui est sur le terrain, ils vont jouer, ils vont trouver des solutions. C'est J'ai la, trouvé la, que la Patrick Ewing théorie un peu, un petit peu, tu sortir le vois. Alors meilleur après, joueur. c'est dur, hein, d'autant que c'est vraiment un super joueur, Porzingis, mais je me suis posé cette question-là. L'autre aspect, c'est que je trouve qu'elle était superbement coachée. Même Mm. sur le match contre l'Allemagne, il y a des moments entiers où j'ai eu le sentiment que le sélectionneur letton outcoachait un petit peu Gordon Herbert. Ça, Ouais. ça s'est joué à rien du tout. Et au final, ça s'est joué vraiment à rien du tout sur la fin, sachant que, bah, quand même, je pense que l'Allemagne avait peut-être plus de talent, et je pense que c'est ça certainement qui a permis à l'Allemagne de passer. Ouais. Mais moi, j'ai adoré le jeu des Lettons, notamment dans ce match-là. J'ai trouvé incroyable de résilience et d'application. Voilà, après, on peut rentrer un petit peu dans le détail si tu veux Ouais. de ce qui s'est passé. Mais Ils avaient démarré super fort les Lettons. Le début de match, c'était un ouragan offensif, ça tout se passait bien. Et les Allemands, au talent mais bon, mentalement, ils ont pas craqué. Ils auraient très bien pu, après avoir pris le bouillon, lâcher l'affaire. Dans un match où Dennis Schroeder, alors on parle de FIBA Schroeder un peu comme on aime bien. Il y avait FIBA Melo, Udi Melo, il y a FIBA Schroeder. Dennis Schroeder, qui a signé lui-même de son propre aveu, il a dit que c'était la pire prestation de toute sa carrière. 9 points, mais à 4 sur 26 au tir. C'est pas souvent, franchement, que dans un match sans prolongation en FIBA, on voit un mec qui prend 26 tirs et qui shoot à 4 sur 26 surtout. Euh, voilà, l'Allemagne qui a été un peu en deçà de ce qu'elle a été capable de faire avant, mais Wagner qui était de retour a été bon. Et ça s'est joué vraiment sur le fil, quoi. Je trouve qu'il y a cette dernière action dont on a beaucoup parlé entre nous, avec Davis Bertans qui prend le dernier shoot. Pour certains, vraiment trop tôt. Pour d'autres, il a été un peu trop esselé par rapport. Enfin, que ses camarades l'ont pas assez bien entouré. Qu'est-ce que tu as pensé de cette dernière action qui aurait pu donner la victoire à la Lettonie ou l'emmener en prolongation? moi, je la trouve absurde. Je la trouve absurde parce qu'il reste du temps sur le chrono. Il y a de mémoire, il y a qu'un seul défenseur sur le repli, donc il peut pousser en fait. Il peut pousser et même potentiellement, je veux dire, il n'est pas impossible que dans ce cas-là, le, comment dire, la consigne même des Allemands soit de faire faute en fait. Justement pour Ouais. envoyer au lancer franc, donner deux lancers au lieu d'un tir à 3 points et au moins t'accroches la prolongation. Mm. S'arrêter pour prendre un tir à 3 points à ce moment-là quand il est aussi loin que ça, pour moi c'est absurde. Sachant que c'est pas non plus comme si Davis Bertans avait été dans une nuit, tu sais, les soirs où t'es à 9 sur 12 à 3 points, tu penses que tout rentre. Attends, j'ai ses stats. Il a fait un très bon match, Bertans. Il Ouais. était là au moment important, mais tu vois, il finit à 6 sur 13 à 3 points. Ce qui Mm. est très bien, mais c'est pas non plus, voilà, c'est pas une performance non plus mémorable. Moi, j'ai pas du tout compris ce choix. Après, on est d'accord, hein, c'est plus facile de juger quand tu es dans ton canapé, que tu dis mais il reste encore 4 secondes, tu pouvais pas. Voilà, peut-être qu'il a pas vu le chrono, peut-être qu'il a pas réalisé. Et par contre, le très haut niveau, c'est ça en fait. Le très très haut niveau, c'est ça, c'est savoir quel est le chrono, lire la situation. Pour moi, ce tir, il est catastrophique en fait. Il est vraiment catastrophique parce que
Je pense que ça ne pouvait pas être le mauvais choix d'essayer d'attaquer le cercle, d'aller mettre un lay-up. Et il y a de grandes chances qu'il aurait pu avoir faute. Et dans ce type de situation, en plus, un seul défenseur, si le mec vraiment il veut faire la faute, il l'a fait mal. On a vu que c'était assez incompréhensible parfois d'un match sur l'autre, ce qui était sifflé comme antisportive par les arbitres. Il y a un scénario potentiel où tu peux peut-être même avoir 2 lancers francs et un dernier tir parce que c'est une antisportive qui est sifflée sur l'Allemagne. Ouais, ce tir, franchement, je l'ai trouvé vraiment, vraiment catastrophique, sachant que même s'il a été bon et que c'est lui qui a permis parfois à la Lettonie de raccrocher les wagons, c'est vraiment le petit meneur Zagars qui est on fire sur la fin, qui finit Incroyable. avec un match à 24 points, 8 passes et que les bons choix, et à la fin, il met des paniers énormes face à la défense allemande. Donc après, je dis pas, il a pas le temps de chercher Zagars, hein, c'est pas ça que je veux dire en fait, c'est pas lui à ce moment-là qui est vraiment je sais pas, j'ai eu l'impression qu'il voulait jouer les sauveurs de la patrie. C'est ça, hein. Et est-ce que Et ouais. seulement c'est dans sa matrice de joueur d'aller driver et chercher ça, Mais là, alors que c'est même pas un drive en fait, c'est de la relance en fait. Tu hmm, pousses 2 dribbles de plus, c'est un truc qu'il fait depuis qu'il est Benjamin. Tu vois, je lui demande pas d'attaquer le ouais, cercle face à la défense en place de l'Allemagne. Ça, je sais bien que c'est pas son jeu, tu vois. Mais là, pour moi, bon. Après, voilà, c'est encore une fois, hein, il y a la pression, ça va très vite. Mais je t'avoue que pour moi, ce choix, si on peut appeler ça un choix, c'est incompréhensible en fait. ouais, Vraiment. je comprends, mais en tout cas, malgré ça, avoir les Lettons sont vraiment pas passés loin d'un nouvel exploit et ce sera intéressant de les voir sur les autres compétitions, voir s'ils arrivent à capitaliser là-dessus, s'il y a Porzingis à l'avenir. Enfin, on a vu des super choses, un super sélectionneur. Enfin, Bianchi a Mm. vraiment marqué des points. Zagar, je pense qu'il peut signer presque n'importe où il veut en Europe et peut-être même se gratter un contrat NBA. 23 ans. Il a 23 ans, donc l'avenir est devant lui. Hein. En tout cas, ça a servi à ça. On a découvert un super joueur. Si Et je peux revenir sur ouais, l'Allemagne vite fait, Shai, en fait, et sur la contre-performance de Schroeder, mm. bah, Schroeder, il a fait ce qu'a fait Bertans, mais il l'a fait pendant 40 minutes en fait. Parce que pour rappel, il est à 0/9 à la mi-temps. Donc déjà, tu Mm. dis, bon, c'est catastrophique. Il finit à 4/26. C'est-à-dire que Ah, le nombre de tirs qu'il a pris en deuxième mi-temps, alors que c'était pas son soir, mm. sachant que défensivement, en fait, c'est là, je parlais du coaching des Lettons, les Allemands switchaient sur les écrans et ils ont exploité ça à merveille, les Lettons, en se Ouais. servant justement, en allant pilonner Schroeder, soit pour marquer sous le cercle, soit pour créer des points de fixation, ressortir sur leur shooter incroyable. Il a Mm. été catastrophique et il y a un moment où l'Allemagne repasse devant, notamment grâce à Franz Wagner. Le moment où ça joue bien, c'est Schroeder est sur le banc et le jeu passe par Franz Wagner qui fait un super match. Excellent. C'est Ouais. un joueur vraiment de très haut niveau qui peut jouer deux, qui peut créer. Enfin voilà, on sait le joueur que c'est, mais moi je l'ai trouvé très bon dans l'animation, la création, etc. Schroeder revient sur le terrain, déjà je suis un peu surpris. Et là, il y a un moment où l'Allemagne est à plus 10 ou plus 12 et il continue à tirer en fait, Schroeder. Tu dis, mais Ouais. pourquoi tu tires? C'est pas ton soir, fais jouer les autres en fait. T'es à plus 12, gère l'horloge. Et honnêtement, si l'Allemagne avait perdu, ça aurait été la faute de Schroeder, vraiment, Ouais, et ça aurait ouais. été la faute du coach. Parce qu'en fait, je comprends même pas pourquoi Schroeder est sur le terrain à ce moment-là. Surtout quand tu vois qu'il rentre et qu'il cherche qu'à prendre des tirs arrêtés face à la défense lettonne. Ok, mais 2 drives. Après, tu prends des tirs, tu mets pas dedans, tu mets pas dedans. J'ai pas compris. J'ai pas compris l'entêtement de Schroeder à marquer. J'ai pas compris non plus pourquoi Gordon Herbert restait avec Schroeder sur le terrain. Peut-être qu'il préparait déjà dans sa tête le match suivant en se disant bah, il faut quand même que je peux pas le bencher. Après, Mm. il va pas se remobiliser et tout. Au bout du compte, ils ont failli passer à la trappe. Honnêtement, Ouais. j'espère que Schroeder enverra une bouteille de champagne à Davis Bertens parce que il lui a vraiment sauvé les miches quoi, sur ce match. Ouais, c'est clair. Et, bon, du coup, l'Allemagne qui affrontera Team USA au prochain tour, ça va être un gros match. Je pense que les Allemands, justement, ils vont faire que ces ajustements-là. Enfin, j'imagine pas Schroeder shooter à 4 sur 26 contre les États-Unis ou alors Gordon Herbert ne pas agir en conséquence si ça se produit. De toute façon, voilà, Schroeder, c'est un joueur, on sait, c'est un joueur comme ça. Hein, il a une mentalité parfois un peu de croqueur, mais en FIBA, ça reste un gros joueur et je pense que c'était peut-être qu'un accident. On verra sur le prochain tour. L'autre quart de finale, c'était du sacré match comme on pouvait s'y attendre. Le Canada a donc pris le dessus sur la Slovénie, un match. On a vu du très beau basket, mais aussi plein de situations ultra accrochées, houleuses. Doncic et Dylan Brooks finissent pas le match. Dylan Brooks attend ses camarades à la fin du match avec des gants des gants de boxe. Bon, c'est voilà, je défends toujours Dylan Brooks dans les late sessions, dans les podcasts. Bon, il est complètement fêlé, mais c'est aussi pour ça qu'il est intéressant. Euh, donc le Canada qui s'impose donc 100 à 89. Donc sur le papier victoire assez large, hein, mais
ça aurait pu basculer aussi. Les Slovènes ont été très très loin d'être ridicules. Pareil, qu'est-ce que t'as retenu de ce match qui a vu la victoire des Canadiens en définitive? Bah, il y avait plein de choses à. Effectivement, c'est un match qui a été longtemps accroché. Il y a 50 partout, je crois, à la mi-temps ou quelque chose Ouais. comme ça. Donc c'est vraiment. Les Slovènes étaient encore complètement dans le coup. Moi, ce qui me revient en tête forcément tout de suite, c'est la double expulsion Mm. d'Oncic et celle de Dylan Brooks. Alors, j'ai envie de parler un petit peu d'arbitrage. Je vais faire vite parce que c'est pas les arbitres qui ont décidé Ouais. l'issue du match. Le Canada était au-dessus. La question ne se pose pas. J'ai trouvé quand même que durant cette Coupe du Monde, l'arbitrage était vraiment dur à suivre en fait d'un match sur l'autre. Mm. Il y a beaucoup je te le disais tout à l'heure, sur un match, un truc qui va être sifflé anti-sportif, le match d'après, c'est une faute normale, c'est très dur de s'adapter. J'ai trouvé que dans ce match-là, c'était extrêmement compliqué pour les joueurs de s'adapter Mm. au type d'arbitrage, sachant que les joueurs sont responsables, parce que dès le départ, notamment les Slovènes, arrêtent pas de gueuler sur tous les coups de Tout sifflet le temps, ouais. Ouais. tout le temps. Les Canadiens, on connaît Dylan Brooks. Il y a d'autres joueurs qui mettent des brins ou qui essayent aussi de créer enfin, comment dire, qui mettent beaucoup de pression sur les arbitres, soit par leurs faits, soit par leurs actes, soit par leurs attitudes. Donc, match pas facile à siffler pour les arbitres, ça j'en conviens. Et ça vient des joueurs au départ et du coaching staff aussi hein, de la Lettonie qui est les assistants tout le temps debout, le coach qui lui aussi gueule sur tous les coups de sifflet. Donc ça, c'était pas simple. Mais derrière, tu vois, au retour des vestiaires, en fait, les 3 premières minutes, j'ai eu l'impression que les arbitres disaient, comme s'ils disaient aux deux équipes, bah, démerdez-vous, nous on siffle plus rien. S'il y a pas un mec avec le nez cassé, on siffle pas. Donc les 3 premières minutes, Ah il n'y ouais, a pas un c'était coup de couché. sifflet. Ah ouais. Et derrière, tout est sifflé en fait. Et du coup, Mm. ce genre de choses, je trouve que c'est vraiment très compliqué en fait de s'adapter. Ça n'empêche pas que Luka Doncic râle trop en fait. Il y a même des fautes qui demandent qui sont pas des fautes en FIBA. Je suis désolé. Ouais. Autant sur les drives, je peux comprendre. Il y a beaucoup de contacts des bras, les antennes, les mains sur les hanches, etc. Ça, je peux comprendre parfois. Par contre, sur les fautes qu'ils réclament sur du jeu posté, là, notamment celle où il se fait exclure, je crois, c'est face à Dort. Il n'y a pas faute en fait. En jeu FIBA, c'est pas faute quoi. Tu postes le gars, ok, il sort un peu le poitrail, mais il avance pas vraiment, il est dans ses appuis. Ça, c'est Ouais. pas une faute de tir. En NBA, oui, c'est sifflé systématiquement, pas en jeu FIBA. Donc voilà, c'est un peu dommage quand même de se dire tu finis avec deux des meilleurs joueurs des deux sélections qui sortent. C'est Mm. quand même vraiment rare en FIBA aussi, hein, ce type d'expulsion. On en avait parlé un petit peu entre nous, tu vois, après le match contre la Lettonie, l'expulsion de Nando De Colo, où je la comprends pas non plus en fait. Vraiment, Mm. c'est pas pour dire que. Encore une fois, je dis pas que c'est pour ça que la France a perdu contre la Lettonie. Je cherche pas les excuses en fait. Ça aurait été un joueur letton, j'aurais dit la même chose en fait. Ouais. Et tu vois, l'expulsion de Dylan Brooks. Alors, à moins qu'il ait menacé d'égorger la famille de Prepelic quand il lui glisse un mot à l'oreille, je comprends pas que tu le sortes pour ça, quoi. Ouais, non. Je trouve ça absurde. Et le problème, c'est que voilà, je pense que tous les arbitres n'ont pas la même expérience du très haut niveau. Et il y a aussi des triplettes d'arbitres qui n'ont jamais sifflé ensemble. Et c'est un petit peu comme comme quand tu es dans une équipe de basket. Des fois, tu as besoin d'un petit peu de continuité, au moins de te dire, bon, bah, ces trois arbitres-là, ils sont sur la même longueur d'onde, ce qui veut dire qu'ils vont siffler tous les trois à peu près les mêmes choses, se mettre d'accord sur les mêmes choses, et pas chacun avec ses habitudes, sa culture, siffler un truc différent toutes les 2 minutes. Ouais. Voilà. Ça, c'est un peu dommage. Ceci étant dit, pardon, et je te laisse la parole après, Shai, Aucun mais le souci. Canada, impressionnant. Et surtout, en fait, ce qu'aurait dû ressortir, le premier truc que j'aurais dû te dire, c'est la performance de Shai Gilgeous-Alexander. Incroyable, vraiment incroyable. Voilà, enfin, j'ai noté ses stats 31 points à 8 sur 12 au tir, 10 rebonds, 4 passes, 40 dévals. C'est le meilleur joueur du tournoi. Impressionnant, impressionnant. Et Et justement, par rapport au mec qui pète des câbles, lui, ouais, je le jamais. disais en rigolant, mais il est imperturbable, quoi. Ah, le Imperturbable. flegme, Ouais. flegme de fou, calme de fou. On parlait de son leadership dernièrement. Il est inspirant pour les autres, je trouve. Bah, t'as des mecs comme Dylan Brooks, des agitateurs autour, des mecs qui défendent ultra dur à la limite de la légalité. Et puis à côté, t'as Shai Gilgeous-Alexander qui est en plus un défenseur plus que correct, qui apporte cette sérénité-là. Il est imperturbable sur les lancers. Il est impressionnant aussi de sérénité dans tout. Enfin, je l'adorais déjà. Et je pense qu'il est en train de passer. Tu sais, dans le podcast du début de semaine, on se disait dans les questions qu'on se posait, est-ce qu'il est pas déjà prêt à être un MVP de la ligue, enfin ou un fort prétendant? Est-ce qu'il est pas même capable d'emmener OKC directement plus loin? Moi, là, avec ce que je vois de lui en tant que leader de son pays, où il y a d'autres, en plus, je veux dire, c'est pas comme Doncic où il y a, alors c'est pas des no-name non plus en Slovénie, hein. C'est des joueurs expérimentés en Europe, mais il y a clairement un gap de niveau et de célébrité.
Là, avec les autres Canadiens, enfin, c'est quasiment que des joueurs NBA, mais tu sens que c'est le patron quand même et que c'est un autre type de leadership. Et voilà, je l'ai trouvé excellent. Et j'ai trouvé le Canada, enfin défensivement, j'ai trouvé ça incroyable. Alors, c'est sûr que l'arbitrage, je suis complètement d'accord avec tout ce que tu as dit. Hein. L'arbitrage a été parfois compliqué à comprendre et parfois a peut-être permis cette dureté défensive et parfois là un peu euh, trop limité. Mais je trouvais les Canadiens admirables et Shai Gilgeous-Alexander, pour moi, là, c'est le meilleur joueur du tournoi. Et même si Doncic, malgré son expulsion, il a fait quelques miracles offensifs encore. Hein. Il a fait des trucs qui sont pas croyables. C'en est d'autant plus frustrant parce que tu te dis, ce mec, c'est un génie, mais il y a le cerveau qui bout au bout d'un moment, il n'arrive pas à... C'est sa kryptonite, quoi. L'arbitrage et les différents types d'arbitrage, les différents types de jeux, c'est trop compliqué pour l'instant. Mais toute son équipe, hein, les Slovènes sont complètement sortis du match parce qu'en fait, sur la première mi-temps, ils sont dedans parce qu'ils ont une adresse à 3 points incroyable, mais qui vient de fixation vraiment. Il y a la fixation soit en pénétration, soit ils donnent dedans, soit il y a du mouvement de ballon, et derrière, ils mettent dedans systématiquement. Et en deuxième mi-temps, tous les joueurs sont en train de gueuler sur les arbitres, et Ouais. il y a beaucoup de tirs qui sont pris, pas forcément en première intention, mais il y a plus ces fixations, tout se passe en périphérie, c'est des shoots un peu précipités, et finalement, ils sont sur le point de revenir quand même à un moment. Il y a un moment à 4 minutes de la fin, je crois, ils reviennent à 9 points. Ouais. Doncic est déjà au vestiaire, Dylan Brooks aussi, et tu dis, il y a peut-être un coup à faire. Et c'est là que j'ai trouvé Shai impressionnant, parce qu'au-delà des points qu'il met, il va chercher 2 rebonds énormes, un en défense, un rebond défensif, et puis un rebond offensif, qui Hum. permettent dans la foulée d'avoir des lancers francs, et puis au Canada de vraiment de refaire l'écart. Mais tu sais, on parlait de son flegme, après, par curiosité, je suis allé regarder en fait combien de fautes techniques il avait pris dans sa carrière en NBA. Il a pris 2 fautes techniques en tout et pour tout dans toute sa carrière NBA, et c'était l'an dernier. C'est-à-dire que ces 4 premières saisons, aucune faute technique. Et alors je sais que finalement ça devrait pas être un fait de gloire de pas prendre de fautes techniques, tu vois, quand tu joues au basket, mais on sait très bien comment sont les stars NBA, comment parfois ils essaient de mettre la pression, comment ça fait partie du jeu, etc. Je trouve, bah, en fait, c'est emblématique du mec, quoi. Le gars, il est. Tu sais, si tu le filmes juste lui après une action, c'est impossible de savoir s'il a marqué ou s'il a raté un tir. Exactement, il a un contrôle des émotions qui, alors, moi je veux dire, je suis pas anti-émotion sur le terrain de basket, il n'y a pas de problème, on aime bien quand les mecs ils ont la rage et tu vois qu'ils sont contents d'avoir marqué ou dégoûtés d'avoir raté des trucs. Mais là, lui, tu sens que c'est. Et il la transmet en fait. À partir du moment où c'est le leader de l'équipe, il transmet ce calme à OKC et au Canada. Donc, ouais, moi enfin, je l'aime encore plus là après cette compète et je maintiens que le Canada, ils peuvent aller au bout, hein, parce que même si les États-Unis ont fait un, Complètement. un match impressionnant contre l'Italie, c'était que l'Italie sans leur manquer de respect. Et le Canada, en jouant comme ça, en jouant aussi dur en défense, parce que vraiment, là, avec Barrett, Dylan Brooks, même tous les autres, hein, globalement, ils ont tous très bien défendu. Je me dis, attention, il va falloir passer quand même la demi-finale, hein, contre la Serbie. Et donc voilà, donc les deux demi-finales, États-Unis-Allemagne, Canada-Serbie, on suivra ça de très près évidemment et on en parlera. Si je dis pas de bêtises, alors là on est jeudi, C'est match de classement aujourd'hui, ouais. c'est match de Absolument. classement et, voilà, Ouais. et vendredi les demi-finales, ça va être super intéressant à suivre. On reviendra évidemment dessus. Juste un petit détour par la NBA, petit détour par ce sujet qui, comme je le disais en intro, on a peut-être gavé la plupart d'entre vous. Nous, j'avoue que c'était aussi un peu rébarbatif parfois parce que ça évoluait pas. James Harden, alors il y a eu un article qui est sorti, un article de Ramona Shelburne d'ESPN, hein, donc quand même quelqu'un de assez important dans ce média-là et qui est respecté en NBA, qui a souvent des infos, hein, qui fait de la breaking news, qui sort un article assez long pour expliquer en gros comment ça s'est détérioré entre Harden et les Sixers. Et notamment, il y a deux choses qui ont clairement chagriné Harden parce que derrière, il a posté sur ses réseaux des messages indiquant que c'était des gros mensonges, que lui aussi pouvait sortir des infos comme ça. En gros, pour faire court, euh, dedans, Ramon Shelburne explique que quand il y a eu les sélections du All-Star Game, que Harden n'a pas été sélectionné parmi les titulaires. Harden était vexé de ne pas y être et surtout vexé peut-être que les Sixers n'aient pas plus poussé pour qu'il soit titulaire alors que il a vu ses potes entre guillemets Kevin Durant et Kyrie Irving être pris et surtout derrière il aurait pas donné signe de vie quand ils l'ont contacté pour être appelé en joker en fait. Et quand il a voulu reprendre contact avec Adam Silver, il a fait en gros, bah non mais c'est bon, j'ai pas le temps pour ça, j'ai déjà demandé à Pascal Siakam, c'est lui qui sera remplaçant. Donc en gros, Harden accusé d'avoir boudé l'All-Star Game, puis accusé ensuite d'avoir mis une atmosphère un peu pourrie dans le groupe sur des incidents, sur des faits comme
celui par exemple d'être allé à Miami avant ses coéquipiers dans un avion privé pour, comment dire ça, profiter de la vie nocturne avant le match contre le Heat. Doc Rivers et certains joueurs auraient été passablement agacés par ce sujet-là, par ce qu'il aurait fait. Et il y a tout un tas de trucs comme ça qui expliquent, selon Ramona Shelburne et ses infos, que la situation s'est dégradée. Et c'est pas uniquement ce fameux sacrifice financier qu'il aurait fait et qui lui aurait fait perdre 12 millions de dollars. Il en gagne quand même 35 millions par an. Hein. On parle pas de quelqu'un qui a pris un minimum vétéran. Voilà, donc tout ça pour dire que la situation, on aurait pu imaginer que ça allait peut-être se calmer. Il y avait ces déclats tonitruants en Chine où il a dit « je jouerai plus pour Daryl Morey », mais la situation et le manque d'intérêt de la part d'autres équipes font que, a priori, on se dirige plutôt vers un début de saison où il fait partie des Sixers. Et là, au lieu que la situation se calme, ça se renvenime avec un article que certains diront piloté, je pense, par la direction des Sixers pour continuer cette guéguerre. Voilà, qu'est-ce que tu penses de cette situation autour de James Harden? Ce que j'en pense, c'est que, en fait, je comprends pas pourquoi les différents protagonistes, que ce soit les Sixers ou James Harden, soient surpris, en fait. Je comprends pas de quoi ils sont surpris. Ce que je sais, c'est que dans le dictionnaire, à sacrifice, il n'y a pas, dans le premier exemple que tu trouves comme phrase, il n'y a pas l'exemple d'un mec qui gagne 35 millions de dollars pendant une année pour mettre un ballon dans un panier. Ouais. Écoute, Daryl Morey savait qui était James Harden. Les trucs, quand il part... la préparation des joueurs, franchement, d'avant les matchs, écoute, tu vois, le fait qu'il soit parti à Miami un soir avant pour faire la fête, si t'es performant sur le terrain, on ne parle pas du truc. Jordan l'a fait des tonnes de fois. Dennis Rodman, il y a des documentaires entiers faits sur sa carrière. Par contre, il faut que tu sois performant. Ce qui fait tâche, c'est si tu te plantes, bien sûr, tu sais que derrière, on va pointer des trucs comme ça du doigt. Mais moi, je laisse aux athlètes le fait de se préparer comme bon leur semble. Surtout qu'il a été performant. Performant, il avait le niveau All-Star. Enfin, nous, la plupart d'entre nous, on l'avait mis comme All-Star cette saison. Donc, en saison, ouais. Après, de saison régulière et des playoffs, c'est quand même pas la même, quoi. Ouais. Ça, d'accord. Après, sur le reste, je comprends pas cette guerre. Cette guerre dans le sens où je comprends pas vraiment de quoi les uns et les autres se plaignent. Les Sixers sont le joueur qu'ils voulaient. James Harden a choisi encore une fois d'opt-in, donc d'activer sa clause. Il a choisi, quand il était aux Nets, de refuser la prolongation de contrat que lui proposaient les Nets. Il a tout choisi. Donc, au bout d'un moment, il faut juste vivre avec les conséquences. Voilà, tu es sous contrat avec cette équipe, ça te plaît pas, mais c'est comme ça. Il y a des tas de gens qui sont dans leur boulot, ils aiment pas leur boss ou quoi que ce soit, mais c'est comme ça. Je dis pas qu'il faut accepter tout et qu'il faut accepter toutes les conditions de travail. Tu vois, c'est pas ça que je veux dire, mais je comprends pas. Je continue à pas vraiment comprendre toute cette situation. Je pense que la communication de James Harden, elle est catastrophique. Parce qu'en fait, d'une part, tu te dis, bon, en fait, tu vois bien, là, il n'y a aucun marché, en fait, pour lui, et vu les prétentions salariales qu'il a, et vu le fait que quelle équipe va maintenant se saigner pour le faire venir et lui dire, non, mais t'inquiète, on va tout de suite te proposer un contrat de 4 ans à, je sais pas quel, 3 plus 1. Pour moi, la meilleure solution, finalement, pour James Harden, ça restait de rester aux Sixers, c'est de re-signer un contrat. Alors après, il a dit que c'était parce que le timing n'était pas bon, je sais pas. Écoute, pour moi, c'est incompréhensible. Si j'étais du côté de Philadelphie, je me ferais quand même beaucoup de mourons parce que je vois pas d'issue positive pour les Sixers et leurs fans à court terme. Je vois pas d'issue positive. Je vois pas quelle équipe va venir se positionner pour leur sauver la mise et leur offrir. Pas avant le début de saison en tout cas. Non, c'est clair. Et du coup, ce qui est sûr, c'est que j'entendais ça dans un podcast de Zach Lowe hier. Là, c'était Bobby Marks qui disait ce qui est dur début septembre, c'est que tous les mecs qui voulaient être tradés et qui l'ont pas été. C'est le moment où ils disent ah ouais mais dans 3 semaines il faut que je sois au training camp quoi. Ça va être le cas pour James Harden parce que on sait les répercussions potentielles que ça peut avoir si jamais il refusait d'aller au training camp, que ça soit financière ou même contractuelle. Donc il va être obligé d'y aller. L'ambiance va être sympa. Après avec le coach ça a l'air d'aller, avec Nick Nurse les premiers contacts ont apparemment été bons, mais c'est avec la direction quoi, avec Daryl Morey, je veux dire les deux doivent même pas se croiser quoi. Et j'ai écouté le même podcast que toi, ils expliquaient que le scénario qui aurait été le plus cool presque pour tout le monde, c'est que ils fassent le début de saison avec les Sixers, ça se passe correctement, à minima correctement, et que derrière les Sixers ils attendent une offre, ils attendent qu'une équipe se plante un peu en début de saison, type les Clippers, parce que les Clippers avaient un intérêt, mais un intérêt modéré, hein, donc pas au point de lâcher des énormes assets pour le récupérer. Et que au bout de 15-20 matchs, une équipe se décide à faire un move pour Harden pour le récupérer et que tout le monde soit content. Les Sixers soient débarrassés de ce problème-là. Harden, visiblement, a pas envie de jouer pour une équipe où il y a Daryl Morey. Les Sixers n'ont pas spécialement envie de dégager Daryl Morey maintenant. Donc là, on est parti sur
sur Harden qui démarre la saison avec les Sixers, mais dans quelles conditions? Enfin, ça va. Et le sujet connexe dont on parlera peut-être plus tard forcément à un moment, c'est encore Joel Embiid parce que on sait qu'il met des pressions en interne pour que l'effectif soit amélioré, pour que ce soit compétitif. On sait qu'il a une demande de trade dans la poche à dégainer dès que ça lui conviendra plus. De toute façon, les Sixers, c'est une situation. On leur consacrera vous inquiétez pas, des podcasts en long, en large, à mon avis, sur le début de saison, sur toute cette situation qui, depuis des années, est quand même. Si on revient sur tout ce qui s'est passé à Philadelphie, c'est du drama à tous les étages, depuis la période où ils ont commencé à tanker jusqu'à maintenant. On reviendra dessus en tout cas, mais voilà, James Harden et les Sixers, c'est pas du tout la détente. On est reparti pour. Surtout que James Harden dit qu'il a des dossiers à sortir, donc nous, écoutez, on veut bien sortir le popcorn en attendant que ça se décante, et puis on continuera de vous relayer l'actualité à ce sujet. En attendant, on va vous souhaiter une très bonne journée. On va se retrouver demain matin, comme d'habitude, pour parler de l'actu, que ce soit la Coupe du Monde ou la NBA, et on vous souhaite une bonne journée à tous. Salut à tous.